Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors mon invité du jour c'est Jérémy Lamry. Jérémy, tu es entrepreneur, chercheur, auteur, conférencier et tu es surtout un véritable explorateur du futur du travail et des RH. Tu es aujourd'hui le CEO de Tomorrow Theory, le studio d'innovation RH. Tu as cofondé des initiatives majeures aujourd'hui comme le Lab RH, bien connu, Monkey Tie. Tu as un parcours impressionnant, de la physique à Oxford, à un doctorat en psychologie sociale, et tu combines science, technologie, humanisme pour repenser le potentiel humain. Alors aujourd'hui, Jérémy, je te propose de plonger ensemble dans ton nouveau livre, qui est sorti cette semaine, 2040, 5 futurs possibles et comment s'y préparer. Alors Jérémy, prêt à nous embarquer dans le futur ? Complètement prêt, Florent. Bonjour à toi. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très, très honoré de pouvoir intervenir dans ton podcast et je sais qu'on va s'amuser. Ouais, en tout cas, vraiment un grand merci d'avoir pris du temps parce que tu as un agenda bien chargé, tu as pas mal de sollicitations et d'avoir pris ce laps de temps tôt ce matin pour enregistrer, c'est chouette. Est-ce que, alors je t'ai présenté, mais c'est ma présentation. Je pense que beaucoup de gens te connaissent, peut-être des gens ne te connaissent pas, Jérémy. Est-ce que en quelques minutes, tu peux te présenter et nous expliquer aussi ce qui t'a amené à cofonder Tomorrow Theory ? Oui. Moi, je me définis comme un entrepreneur et un chercheur. Et en fait, je pense que les deux sont importants quand on entreprend, c'est on est dans le monde réel et on est dans l'action. Mais parfois, on se rend compte en fait que l'état de l'art, la manière dont on fait les choses ne correspond pas toujours à des bonnes pratiques et que parfois, ces bonnes pratiques, il faut aller les chercher. Et donc, je fais de la recherche autour du sujet des compétences. Ce qui me passionne dans la vie, c'est le potentiel humain. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter ? Et donc, quand on voit toutes ces grandes transformations qui arrivent dans le monde du travail, par la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit, on n'en parle pas encore trop, mais la blockchain, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, qui auront un impact majeur dans les décennies à venir, ou d'un autre côté, tous les grands enjeux sociétaux, comme le dérèglement climatique, comme les soft skills pour l'adaptabilité, comme l'intergénérationnel, la santé mentale. En fait, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de sujets. Et tout ça, ça va changer ce que veut dire travailler dans les années à venir. Et donc, je m'intéresse beaucoup. Si on change ce que veut dire travailler, qu'est-ce qu'il faut pour travailler et comment on s'y prépare ? Tomorrow Theory, c'est un peu le résultat de tout ça. C'est un peu le résultat de mon exploration et de ma maturation aux côtés de la population RH pendant 13 ans maintenant, pour d'abord dans le recrutement, puis sur l'innovation RH au sens plus large, essayer d'être un peu le partenaire des RH pour les aider à défricher l'avenir et s'y préparer. Ok. Aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de personnes à Tomorrow ? Aujourd'hui, en interne, chez Tomorrow Theory, on est 7. D'accord. On va embaucher 2 personnes là dans les semaines à venir. Et à côté de ça, on a une dizaine d'indépendants avec qui on travaille, qui sont des gens qui ont des compétences très spécifiques. Ok, très précises sur tel ou tel sujet, qui viennent avec vous en mode expertise pour accompagner vos clients et votre univers. Ok. Alors, tu as aussi quelque chose qui m'impressionne. Moi qui rêve d'écrire mon premier livre. Toi, c'est pas ton premier livre. Tu es un auteur que je dirais prolifique, assez rare dans le monde du management, des RH. On a Michel Barabel quand même. On a Michel. Et Olivier Meyer. Ouais, tout à fait. Mais qui vont être plus du corps professoral pour moi. Et même si Michel fait des bouquins de fou, là, je sais qu'il en sort bientôt encore de nouveau. Ouais, ils ont aussi, tu vois, cet aspect d'être dans le monde de l'innovation RH, un pied avec les entrepreneurs
Et moi, Michel m'a beaucoup servi de modèle sur cet aspect de publication, et c'est Michel qui m'a mis le pied à l'étrier. D'accord, ok. Et donc, tu vois, je cite pas Michel par hasard, Ouais. Michel et Olivier, parce que mon tout premier bouquin, qui était Innovation RH, et donc c'était, je crois, en 2016. D'accord. C'était un bouquin proposé par Michel, écrit avec Michel. Michel m'a montré comment on écrivait un bouquin. Et en fait, j'y ai pris goût, parce que quand j'étais gamin, j'écrivais beaucoup. J'écrivais beaucoup de romans, j'écrivais beaucoup de poèmes, de trucs comme ça, et j'adore écrire. C'est ma manière un peu de m'exprimer, de transmettre. Ok, ouais, donc déjà, tu avais cet ADN-là, Ouais. et aujourd'hui, 2040, c'est ton 10e, 11e En tout, si je compte les 2 romans que j'ai écrits, c'est mon 14e. 14e livre, waouh. Donc, la bibliothèque, ta bibliothèque se remplit bien, et tu nous fais remplir aussi nos bibliothèques surtout. Donc voilà, ça c'est cool. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Donc tu me le dis un peu parce que tu as eu cette rencontre. Mais on va être cash, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais pas ça pour Je te confirme qu'on n'écrit pas des bouquins pour l'argent. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire et à transmettre peut-être tout à nous aujourd'hui, peut-être aussi au futur, toutes tes pensées, toutes vos pensées, parce que je sais que tu co-écris aussi des livres. Ouais, et ça pour moi c'est important d'alterner l'écriture seule où je vais essayer d'aller au fond d'une pensée et la coécriture où je vais aller développer des fragments de pensée qu'on va coller avec d'autres personnes. Mais ce qui me pousse à écrire, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est transmettre. Parce que c'est une chose d'entreprendre, c'est une chose de chercher, mais en fait si on transmet pas, la boucle n'est pas bouclée. Et donc c'est pour ça que j'enseigne et c'est pour ça que j'écris. Parce que c'est un moyen de transmettre de la connaissance formalisée, au-delà de ce qu'on peut faire en conférence, dans les interventions à droite à gauche. Quand on peut écrire un bouquin, on peut dérouler une pensée. Et ça t'aura pas échappé que de nos jours, c'est très très rare d'arriver à dérouler une pensée. Il faut les formats comme ceux que toi tu proposes, par exemple des podcasts où on a une demi-heure pour pouvoir dérouler des fils de pensée, ou sinon, en fait, il faut écrire. Et voilà, chacun son un peu de génie. Je suis plus à l'aise, tu vois, sur le podcast que sur l'écriture. Et t'en as un paquet, là, t'en es à combien? Allez, on va être à 90 épisodes à peu près. Ouais, donc ça commence à faire un peu, ouais, ça commence à peser, mais je compte pas m'arrêter en plus. Hein. Donc malheureusement, pour ceux qui m'écoutent, vous allez continuer à m'entendre. Donc, alors, si on vient sur ton livre, si tu devais résumer en une phrase ou un petit paragraphe, avant qu'on rentre un peu dans le détail, ce que tu veux accomplir avec ce livre, 2040, 5 futurs possibles et comment s'y préparer, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que on est à un carrefour de notre civilisation. Le monde qu'on aura en 2040, il peut ressembler à tout un tas de choses. Il peut ressembler à un cataclysme, il peut ressembler à un monde dans lequel les inégalités ont jamais été aussi fortes, ou il peut ressembler à un monde où les injustices sont un peu moins fortes qu'aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que pour qu'on ait ce monde en 2040, les choix structurants se font aujourd'hui. Et 2040, c'est avant tout un appel à la responsabilité, au courage et à la prise de décision, notamment des dirigeants et de la fonction RH, pour choisir l'entreprise et la société qu'on veut demain. Alors, ce que tu dis là, c'est entendable et en même temps, c'est pas facile. Je me mets à la place d'un RH qui est dans sa PME de 150 personnes, qui est tout seul, voire éventuellement qui a une ou deux personnes dans son équipe, si tant est qu'il a ces deux personnes. Il va se dire, ouais, mais Jérémy, il est chouette, mais 2040, moi, c'est très loin. J'ai déjà 2025 à faire, je sais même pas par où commencer. J'ai un peu moins de budget en plus, parce que c'est une année un peu compliquée. 2040, oui, je vais lire son livre, mais c'est tellement loin pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui te répond ça? Je dirais en fait que lire un livre comme 2040, ça prend pas très longtemps. Et en fait, ça nous dit pas ce qu'on doit faire en 2040. Ça propose des pistes d'action aujourd'hui pour avoir le 2040 qu'on aimerait avoir, pour nos enfants, pour nous, pour tout le monde. Okay. Et donc, en fait, c'est bien un bouquin qui parle d'aujourd'hui à la fin. C'est un bouquin dans lequel on explique, je décris, je donne énormément de pistes d'action sur quel choix on doit faire aujourd'hui, quel type d'action on doit mener aujourd'hui au niveau individuel, au niveau de l'entreprise et après au niveau des politiques publiques, ça c'est encore autre chose, pour pouvoir en fait avoir un monde dans lequel on s'y retrouve un peu demain. Alors l'une de tes premières questions clés, quand j'ai lu ce livre, c'est: le futur peut-il encore être souhaitable? C'est une question extrêmement forte et c'est une des premières questions que tu abordes dans le livre. Quelle est ta réponse personnelle à cette interrogation? Alors oui, le futur peut-il encore être souhaitable et désirable? C'est la première question que j'adresse dans le bouquin parce que c'est la question que je me pose tous les matins quand je me lève. Enfin, j'ai envie que le futur soit désirable et je suis convaincu que c'est possible. Je ne suis pas forcément convaincu que ce sera le cas à tout prix.
Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. Et donc, quand je pose cette question, je fais un peu un état des lieux. Je me dis, en fait, quand on regarde, t'allumes la télé aujourd'hui, et c'est les incendies de Los Angeles, c'est les crimes à droite, la guerre à gauche, la montée des extrêmes, etc., etc. Et du coup, tu te dis, mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Et tout l'intérêt du bouquin, c'est de dire, si vous ne pensez pas qu'il y a de l'espoir, alors il n'y en aura pas. Ok. Tu parles même des limites planétaires dans ton livre. Penses-tu qu'il est réaliste, quelque part, de revenir dans ces limites ? Je pense que, sans avoir un discours trop extrême, on n'a pas le choix, en fait. Ouais. C'est-à-dire que la Terre s'en sort très bien sans nous. Nous, sans la Terre, on a un petit peu plus de problèmes. Et le sujet des 9 limites planétaires, qui est ce qu'on appelle un framework, un schéma qui a été créé par le Stockholm Resilience Center. Donc, c'est un institut suédois qui s'intéresse à qu'est-ce qui est nécessaire pour que la vie humaine soit possible sur Terre. Et ils ont défini 9 grands éléments. Par exemple, l'acidité des océans, la couche d'ozone, des choses comme ça. Ok. Et en fait, aujourd'hui, 6 de ces limites ont dépassé un certain seuil qui fait que ça ne soit pas très bon pour l'avenir. Ok. C'est déjà dépassé, c'est pas... Voilà, 6 sont dépassés en cours de dépassement. Ok. Et donc, en fait, c'est-à-dire que 6 sur les 9, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est retour en arrière possible sur ces 6 ? Oui. Ouais, ok. Oui, on a des retours en arrière possibles. Ok. Il faut prendre certaines grandes décisions. Je prends un exemple, la couche d'ozone. On avait un trou majeur dans la couche d'ozone. Et là, on voit qu'avec toutes les actions qui ont été prises depuis le protocole de Montréal, il y a 40 ans maintenant, et ben, petit à petit, on revient dans une couche d'ozone qui est acceptable, et d'ici 2066, le trou sera complètement bouché dans la couche d'ozone. On peut revenir dans les limites planétaires, ça demande une coordination internationale très forte, et une responsabilité au niveau local. Alors du coup, comment les entreprises peuvent jouer un rôle pour accompagner quelque part les États aussi, parce qu'il y a des décisions qui ne nous appartiennent pas, alors si par le suffrage, on va dire, mais qu'est-ce que les entreprises peuvent faire aujourd'hui ? Alors, il y a plusieurs niveaux. Là, par exemple, on parle des limites planétaires, et ça touche directement à l'environnement. Mais quand on regarde un peu l'état de notre société, on peut se dire que c'est peut-être pas l'environnement qui causera le plus de problèmes à court terme. Ça va peut-être être plutôt les conflits sociaux, etc. Et donc, en fait, quand on veut prendre un schéma un peu plus large, on s'intéresse aux objectifs de développement durable de l'ONU, ce qu'on appelle les ODD. Et donc, il y a 17 ODD définis il y a plus de 25 ans par l'ONU, et l'ONU a posé un cadre en disant si en fait on arrive à travailler sur ces 17 trucs-là, en gros le futur est souhaitable. Et une entreprise, donc il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ces ODD et qui disent nous on peut pas faire les 17, mais en gros par exemple lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire salaire décent, aller assurer le tri des déchets, etc. Nous on sait faire. Et donc, ce que la fonction RH peut déjà faire, c'est regarder ces ODD, ça c'est assez rapide, et se dire, tiens, j'aimerais promouvoir auprès de mon comité de direction, auprès de mes équipes, le fait qu'on défende tel ou tel objectif. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme objectif pour aller dans cette direction ? Tu vois, c'est des pas qui sont extrêmement concrets. Tu vois des entreprises aujourd'hui, en 2025, qui t'inspirent positivement vers ces sujets ? Oui, alors tu vois, on peut citer des entreprises comme Patagonia, qui, elles, dans leur modèle économique, elles se sont dit, la manière dont on fait les choses, on va faire en sorte que ce soit le plus responsable possible. Et après, il y a des acteurs qui sont des acteurs installés depuis longtemps et qui se disent, si on ne change pas, on ne permettra pas au monde de changer. Et eux prennent des gros risques. Je prends l'exemple, par exemple, de Michelin. Michelin, avec le revenu décent, qui dit en fait, quand une entreprise donne un revenu à un salarié, ça devrait pouvoir permettre à sa famille de 4 personnes de vivre. Parce qu'il n'est pas normal au XXIe siècle qu'on ne puisse plus vivre de son travail. Et donc, en gros, si on regarde un peu ce que ça donne, ça voudrait dire que le SMIC à Paris, ce serait l'équivalent de 3 600 €. Et Michelin a pris cette décision mondialement, alors que le contexte est difficile avec la concurrence chinoise. Et ça crée quand même un environnement où Michelin est responsable alors que personne l'y oblige. Crédit Mutuel, qui décide de reverser 1% de son chiffre d'affaires et pas de ses bénéfices pour des initiatives sociétales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même s'ils ne savent pas s'ils font des bénéfices à la fin de l'année, ils reversent quand même les 1%. Ouais. Tu vois, ce changement de modèle économique, ça m'inspire parce qu'on n'attend pas de faire des bénéfices pour monter une fondation. C'est dès le début, on se dit, on le fait, quoi qu'il arrive. Ok. J'enregistre ce message en plus. Tu vois, ça me fait cogiter sur pas mal de choses. Je suis pas le Crédit Mutuel, j'ai pas les moyens, mais ça fait. Voilà, nous par exemple, chez Tomorrow Theory, on n'est pas le Crédit Mutuel, tu vois. Ouais. On n'est pas le Crédit Mutuel, on n'est pas Michelin, on n'a pas cette puissance du tout. On est 7, donc on est une toute petite boîte. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau. Déjà, on s'est fait labelliser B Corp pour rentrer dans un cadre d'engagement. Okay. Première chose, ça nous permet de soutenir la cause B Corp. B Corp, c'est un label, de responsabilité sociale et environnementale. Et à côté de ça, on s'est mis des obligations. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau ? Chaque personne dans l'entreprise, par exemple, a l'obligation
de faire 20 heures de mentorat ou de cours bénévolement par an. Ok. Ça, c'est une première chose. Tu vois, c'est pas grand-chose. Mhm. Mais imagine si tout le monde fait ça. Si toutes les personnes décident de pouvoir faire 20 heures de mentorat par an. D'accompagner des jeunes, par exemple. Exactement. etc. Ouais. Exactement. Et voilà. Et je pense qu'en plus, là, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais il y a des choses très concrètes qui permettent de le faire. Tu connais My Job Glasses, peut-être? Ah, voilà. My Job Glasses de Ce que Emily Corchia. ce que fait Émilie Corchia, c'est absolument incroyable Voilà. là-dessus parce qu'elle propose ça à l'échelle. Voilà. Et c'est gratuit. Si tu as envie de le faire, c'est juste toi qui décides Un- d'y aller ou pas d'y Un aller. en autre fait. exemple, Voilà. Vendredi, la startup On est Vendredi, d'accord. qui permet à des salariés d'entreprise de dédier du temps de travail à des organisations via du mécénat de compétences, des ONG, des assos, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a la main, en fait. Ça s'organise et la fonction RH peut le pousser. Ok. Ou le manager, parce que à 7, tu n'as pas de RH, Non, mais là, c'est une décision. non, à 7, dirigeant. le RH, c'est ma responsabilité en tant Ouais. en tant que CEO, c'est ce Logique. que je considère. Ouais. Et donc là, c'est le dirigeant qui prend la main et qui impulse. Et qui lance la discussion. Voilà. Ok. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé la discussion en équipe et on a dit qu'est-ce qui est important pour vous, quel type d'impact on veut avoir. Et donc, pour nous, l'impact principal qu'on peut avoir, c'est la transmission et l'éducation. Faire en sorte qu'on permette à un maximum de gens de remonter dans le train. Ok. Dans ton livre, tu as identifié 15 technologies de rupture, si j'ai bien compté. Laquelle te semble la plus prometteuse, à ton avis, pour améliorer nos vies au quotidien? Et laquelle peut-être te fait plus peur, toi, avec ton regard? Je pense que certaines technologies sont sur le point d'émerger et elles nous dépassent complètement. Beaucoup de gens pensent à l'intelligence artificielle, bien On sûr. peut y penser naturellement. Et les impacts sociaux environnementaux de l'intelligence artificielle peuvent être complètement désastreux et hors de contrôle. En revanche, ce que peut nous apporter l'intelligence artificielle peut également changer la donne. L'intelligence artificielle peut nous permettre de mieux modéliser le dérèglement climatique, peut nous permettre en fait de mieux réguler la consommation de ressources, etc., etc. C'est pas magique, mais ça peut nous permettre déjà d'avancer dans la bonne direction. Il y a une technologie, moi, que je regarde beaucoup, c'est l'informatique quantique. L'informatique quantique, c'est une technologie qui est très peu accessible aujourd'hui dans la compréhension du public parce que c'est quand même une science qui est extrêmement complexe. Pour comprendre l'informatique quantique, il faut se dire qu'imagine, comme quand on est gamin et qu'on trace un chemin dans un labyrinthe, tu vois, sur les magazines. Là. Oui. Ben nous, comment on veut sortir du labyrinthe? On fait un chemin, puis si ça marche pas, on en fait un autre. L'informatique quantique, c'est comme si on était capable d'essayer tous les chemins d'un seul coup. Et ça veut dire que ça démultiplie complètement à la fois la capacité de calcul, mais en même temps, ça démultiplie aussi la complexité des choses qu'on peut faire. Et donc ça permettrait d'adresser des très très grands problèmes dans tous les domaines, dans la santé par exemple, dans la sécurité informatique. De plus en plus d'actifs sont dans la sécurité informatique. Ce que j'appelle des actifs, c'est les choses auxquelles on accorde de la valeur. Et donc, ça nous permettrait rapidement, par exemple, d'arriver à des technologies d'énergie propre comme la fusion nucléaire. Et tous ces enjeux-là, en fait, sont majeurs pour l'avenir. Je pense qu'on aura du mal à décarboner complètement l'économie si on ne va pas sur des énergies plus puissantes et plus propres, comme la fusion, par exemple. Et donc, je pense que l'informatique quantique est probablement la technologie qui aura le plus d'impact dans les années à venir, mais probablement pour la plupart des gens, c'est celle qu'on verra le moins. On se rendra même pas compte de ce que c'est. Oui, ça changera nos vies, mais pas aussi visible que l'IA, par exemple, aujourd'hui. Voilà. L'IA, on en parle. C'est très pratico-pratique. C'est ça. Ouais. Donc, l'informatique quantique, ce sera une puce qui tourne quelque part et on verra les résultats. Et encore, l'IA, je dis ça, moi je me mets dedans, mais c'est il y a 2 ans. Oui. Mais en fait, l'IA, ça date pas d'il y a 2 ans. On va pas faire un cours sur l'IA, mais ça a quand même de nombreuses années. C'est ça. Et en fait, le commun des mortels que je suis, c'était pas notre sujet, en fait. Ouais, et on voit bien depuis 2-3 ans que, parce que ça ressemble de plus en plus à des choses que normalement nous, humains, on ferait, on se dit, oh là là, il se passe quelque chose. Ok. Ça, c'est top. Est-ce que tu penses que la technologie peut résoudre tous nos problèmes aujourd'hui? Surtout pas. Surtout pas. Parce qu'on parle beaucoup de solutions techniques, d'outils, tu vois, en RH. Tu vas à un salon comme HR Tech, qui est un excellent salon, tu vois de nombreuses solutions techno, donc qui ont toutes forcément de la valeur, mais toi, tu n'as pas de solution techno. T'es Optomotory, c'est pas un logiciel SaaS qu'on achète avec un... Voilà. Donc, la technologie n'est pas solution à tout. Non, la technologie est surtout pas solution à tout. Il faut savoir que le seul intérêt essentiel de la technologie, c'est passer une bonne pratique à l'échelle. Mais en fait, c'est pas la machine qui invente la bonne pratique. Si votre process de recrutement est pourri, vous pouvez mettre tous les outils que vous voulez, vous ferez de la connerie à l'échelle.
Et donc, en fait, l'enjeu d'abord, et moi, c'est ce que je pousse pour la fonction RH, c'est de dire, en fait, avant d'aller mettre de l'IA, avant d'aller mettre des softwares, des trucs comme ça, avez-vous pris le temps de définir les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, c'est ce qu'on est capable de faire et qui ne dépend pas d'un individu donné, mais d'un processus. C'est-à-dire, on définit une règle de la manière dont ça se passe, et à partir de là, à partir du moment où on est formé pour faire ça, n'importe qui peut le faire bien. Ok. Et ça, en RH, ça manque beaucoup. La fonction RH, c'est probablement l'une des fonctions qui se réunit le plus en club de discussion, etc. Ouais. Mais c'est aussi l'une des fonctions qui a le moins de formalisation. Par exemple, en France, il n'existe pas une manière commune de lire un CV. On est d'accord. Et tu penses que ce serait souhaitable qu'il y ait une manière commune de lire un CV? Moi, je pense qu'il serait souhaitable de repenser, de se poser la question de est-ce que c'est le CV, est-ce que le CV est le bon format? Ouais. Mais si chaque entreprise le fait dans son coin, ça ne marche pas. Et donc, il faudrait décider qu'il nous faut une nouvelle manière, un nouveau format pour pouvoir en fait appréhender la qualité et la valeur d'un talent. Un profil LinkedIn? Donc, profil LinkedIn, éventuellement, j'en suis pas forcément convaincu non plus. Moi, je serais plus pour, par exemple, on dit il faut un CV en une page. Je ne pense pas qu'en une page, on puisse décrire un petit peu ce qui fait notre qualité. Alors là, tu prêches un convaincu. Voilà. C'est un sujet, je me suis dit, mais laissons les gens s'exprimer. Ceux qui ont envie de faire une page font une page, ceux qui ont envie de faire 3 pages font 3 pages. Et c'est pas parce que celui qui a fait 3 pages, il est nul ou quoi. Le principe de la lettre de motivation. Oui. Quand tu prends 20, 100 recruteurs, que tu regardes la manière dont on analyse la lettre de motivation. Mais ça, c'est que le recrutement. Prends la formation, par exemple. Mettre les gens dans une salle de classe, les abreuver d'un PowerPoint, est-ce que c'est la meilleure manière de transmettre? Non, pas du tout. Mais c'est celle que l'État et les entreprises sont prêts à financer. Et donc, il y a tout un tas de sujets à repenser sur les pratiques. Et avec Tomorrow Theory, c'est ça notre approche. C'est-à-dire la technologie peut-être, et il faut la comprendre, parce qu'il faut comprendre son impact, mais pas de technologie sans bonne pratique. Ok. Tu connais des startups ou des moins startups, parce que le mot startup est un peu large, mais en tout cas des entreprises RH un peu tech qui, toi, t'inspirent sur ces sujets et qui te disent, OK, elles ont bien compris que la technologie est au service d'eux, c'est pas un outil pour un outil, et puis qui en même temps, et ça c'est pour moi important, qui ont une certaine éthique. Tu vois? Est-ce que toi, il y a des noms d'entreprises que tu connais, avec lesquelles tu bosses, tu dis, voilà, ça c'est des gens, c'est pas sponsorisé par eux, donc je n'ai même pas que tu vas me dire, mais c'est juste des bons exemples. Ouais, j'en ai plusieurs en tête et on a la chance, notamment en France, d'avoir un écosystème assez vertueux quand même. Le plus dur après, c'est d'arriver à passer à l'échelle. Et moi, je pense à une solution qui arrive à la fois à être vertueuse dans son approche, avec une réelle approche scientifique, et qui arrive à passer à l'échelle. Et c'est une boîte qui s'appelle Maki People dans le recrutement. Maki, ils font des tests de recrutement. Et en fait, quand on regarde, on se dit « Ah, les tests, je ne sais pas trop tout ça ». Enfin, d'une part, Maki, ils sont équipés avec un directeur scientifique qui était un ancien chercheur à Cambridge spécialisé sur la création de tests. Donc, Cambridge qui est le temple dans le monde de la création des tests. Et à côté de ça, en fait, une approche qui est très, très centrée sur l'inclusion et la diversité. Se dire, en fait, tester les compétences de vos candidats, ça vous évite d'avoir à regarder le diplôme. Et ça, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, à partir du moment où la personne est capable, c'est ça qu'on regarde. Et donc, là, si le test est bien fait avec éthique, avec sérieux, et qu'à côté de ça, on est capable de promouvoir une démarche parce qu'on commence à avoir de l'impact auprès des RH en leur disant, vous savez, ça va réduire la durée de vos recrutements, ça va augmenter, ça va diminuer votre taux de turnover aussi à 6 mois, etc., etc. Alors, en fait, on commence là à promouvoir quelque chose de vertueux à travers des indicateurs que les RH regardent aujourd'hui. Ok. Je vais revenir sur un sujet que tu as commencé à aborder, qui est le learning, on va dire au sens large. Et dans ton livre, tu en parles. Tu évoques effectivement une transformation profonde du travail et de l'éducation en 2040. À quoi ressemblera pour toi une entreprise apprenante en 2040? L'entreprise apprenante en 2040, c'est déjà l'entreprise qui donne du temps pour apprendre. Et aujourd'hui, quand on pense à apprendre en entreprise, on se dit, bon ben voilà, est-ce que tu as posé ta formation dans le plan de formation? Et donc, globalement, on va regarder les crédits, le budget, le machin, tout ça. Apprendre, c'est pas que ça. C'est-à-dire, oui, ça en fait partie, c'est important d'avoir des moments formalisés. Mais en vrai, par exemple, quand on discute ensemble, déjà, on apprend. Quand on va faire du co-développement, qui est une forme de coaching collaboratif, c'est de la formation. Quand on va prendre une session de feedback avec des gens, c'est de la formation. Et donc, en fait, il faut qu'on arrête de penser la formation comme un truc en classe, parce que c'est ce que nous a fait la loi de 72 en France, l'industrie de la formation, mais qu'on pense la formation, comme tu l'as dit, comme du développement. Et donc, du développement personnel et professionnel. Et en fait,
l'entreprise apprenante demain aussi, c'est celle qui travaille non pas uniquement sur les compétences des gens, mais aussi qui les aide à lever leurs limites. Parce que le premier frein au développement des compétences, c'est les limites personnelles qu'on a, les blocages. Mais c'est des blocages aussi parce qu'on a été, on nous a dit, ça a toujours été comme ça. Tu vois, le fameux plan de formation, je l'ai fait, hein, Notamment, j'ai oui. été responsable formation dans une vie antérieure, dans un grand groupe français. Bah, effectivement, on construisait un plan de formation. Et puis, mais honnêtement, des fois, 6 mois, 8 mois, 10 mois après, on retournait vers Jean-Jacques ou Marie en disant, ah, t'avais demandé une formation Excel, tiens, bah voilà, on va peut-être s'en occuper. Mais 8, 10 mois après, en plus, donc c'est pas hyper réactif, c'est pas adapté, c'est des fois pas tellement personnalisé, en tout cas, ça l'était pas, en tout cas à l'époque. Et je suis convaincu que c'était pas hyper apprenant, en fait. Et rends-toi compte qu'aujourd'hui, la principale métrique, le principal indicateur qu'on utilise en formation pour connaître l'efficacité d'une formation, c'est la satisfaction des apprenants. La satisfaction n'est pas corrélée à la performance. C'est pas parce que tu as trouvé une formation cool que vraiment tu as développé des compétences. Et tu as bien mangé le midi. Voilà. Et donc, il y a tout un sujet sur... mais là, c'est pas de la faute de la fonction RH. C'est-à-dire que là, par exemple, le monde de la recherche en ingénierie pédagogique est encore à la ramasse. Ok. Et les soft skills, ça c'est un sujet dont tu parles aussi. Ouais. Et tu en as déjà parlé d'ailleurs dans d'autres livres. Comment tu vois l'évolution des soft skills dans un monde où la techno prend de plus en plus de place? Les soft skills, c'est l'ensemble des capacités qu'on a qui nous permettent d'apprendre, de réfléchir et d'interagir pour s'adapter face à de nouvelles situations. À partir du moment où on sait faire quelque chose, ça va être plus une forme de technique, de tips qu'on a, d'astuces, d'habitudes. Oui. Et donc, les soft skills, c'est tout ce qui va nous permettre de réagir dans d'autres situations que les habitudes. Et ça veut dire en fait que on doit développer des capacités pour tout ce qu'on ne connaît pas. C'est littéralement ça, les soft skills. Donc, on a une très mauvaise compréhension en France des soft skills parce qu'on va dire « Ah, c'est les compétences de l'empathie ». Bah non, pas seulement. La créativité, par exemple. Le processus créatif fait partie des soft skills, mais ça n'a rien à voir avec l'empathie. Et donc, en fait, il faut repenser un peu le sujet. Et moi, j'ai eu plusieurs phases, puisque comme tu le sais, c'est mon sujet de cœur. J'ai fait mon doctorat dessus. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur les soft skills pour essayer de comprendre ce qu'elles étaient, comment on les développe. Et petit à petit, là, depuis Covid, je suis allé encore plus loin sur le sujet. Et attention, en fait, les soft skills n'existent pas. Ok. Voilà, les soft skills n'existent pas, les hard skills n'existent pas. En fait, c'est la distinction qui n'a pas de sens. Tu prends une compétence comme la communication. Et ben en vrai, la communication, oui, c'est savoir s'adapter à son interlocuteur, mais la communication, ça s'apprend aussi par de la technique. Il y a des techniques de communication, littéralement. Et donc, la communication hard ou soft, en vrai, les deux. Comme toutes les compétences, mais c'est juste qu'elles sont un peu plus hard ou un peu plus soft. Mais il y a toujours une petite part d'adaptabilité. Ok. Et donc, en fait, il faut arrêter de faire cette séparation parce que ça nous empêche de bien bosser. Il faut se dire, une compétence, c'est une compétence, et probablement qu'elle est composée d'ingrédients un petit peu plus profonds que ce que je pensais. Et c'est le travail qu'on a fait avec Paris Descartes pour essayer de repenser la compétence. Et on a tout un projet de recherche-action en ce moment qui s'est lancé avec Decathlon, Crédit Mutuel et Bouygues pour arriver à prouver cette structure de la compétence et prouver qu'en s'intéressant à la compétence de cette manière-là, on est capable de probablement diviser par 3 ou 4 le temps qu'il faut à une personne pour acquérir une compétence. Ok. Alors... Et tu l'auras compris, avec la vitesse à laquelle va notre société, c'est un enjeu clé de faire du reskilling et de l'upskilling plus vite. On parle aussi beaucoup de math skills aujourd'hui. T'en penses quoi de ça? Vas-y, hein. Ton opinion sur ces sujets. Je pense en fait que les math skills, c'est une mode, c'est une catégorie. Je dis pas que ça n'existe pas. Okay. Ce que je dis, c'est que c'est demain, tu te lèves, toi et moi, on réfléchit et on fait 12 nouvelles catégories de compétences. C'est pas compliqué. Okay. Je pense que c'est pas le sujet en fait. Okay. Je pense qu'une compétence est une compétence. Et il faut chercher à savoir quelle... Tu vois, quand tu fais une soupe, tu peux faire une soupe de ce que tu veux, mais à un moment donné, tu as des ingrédients. C'est quoi les ingrédients de la compétence? Ok. On est dans un monde qui est challengé. On a des gouvernements un peu partout dans le monde qui sont ce qu'ils sont, ou qui font ce qu'ils peuvent, on va dire. Je vais être gentil. Mais qu'est-ce que peuvent faire les gouvernements aujourd'hui pour mieux préparer les citoyens à 2040? Est-ce que tu as le sentiment d'ailleurs que les gouvernements s'en occupent vraiment? Quand on dit les gouvernements, pour moi, il faut séparer 2 couches. La couche des élus, qui eux, en fait, sont là pour une période limitée. Et en fait, en vrai, c'est dur de construire un pays pour 50 ans quand t'es là 5 ans. Et après, il y a toute la technocratie. Donc la technocratie, c'est tous les gens en dessous qui, eux, ne changent pas à chaque mandat. Ils sont là et ils restent là presque toute leur vie. Et je pense, en fait, que attendre beaucoup de choses de nos élus, de nos jours, c'est compliqué. Okay. Parce que, avec les réseaux sociaux notamment, le monde est tellement rapide et tellement violent
qu'ils sont un peu obligés de bouger avec l'air du temps. Et donc, c'est difficile de construire la stabilité. En revanche, la couche du dessous, je pense que moyennant quelques réformes, elle permet de construire l'avenir. Je prends l'exemple en France. En France, en fait, on peut critiquer nos élus, suivant les époques, tout ça, je comprends tout à fait. Je vois aussi qu'en France, on a une sorte de fil rouge sur le modèle social qu'on veut en France. Aujourd'hui, on voit bien que le public n'arrive plus à financer suffisamment la santé, l'éducation, la solidarité, la sécurité, l'écologie. Et le problème, c'est qu'on attend ça du public, en fait. Je pense que c'est pas réaliste au XXIe siècle de penser que le public peut financer tout ça tout seul. Et donc, le public, l'une des premières choses qu'il va devoir faire dans les années à venir, c'est faire en sorte qu'il ne soit plus le seul à le financer. Et donc, à faire en sorte que les entreprises contribuent plus. On revient toujours au même sujet, hein, la responsabilité de Michelin, de tout ça. C'est les acteurs, en fait, doivent jouer le jeu. Et ce que ça veut dire, en fait, ça veut dire que on doit aussi préparer le modèle social de demain. Je porte une conviction très, très forte, qui est que le travail tel qu'il est vu aujourd'hui, secteur primaire, secondaire, tertiaire, n'aura pas assez d'emplois en 2040 pour permettre à tout le monde d'avoir un job. Ça, c'est la conviction profonde que je porte. C'est intéressant. Donc, toi, tu penses que le chômage va exploser? Non. Non? Non, non. Je me trompe? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais en fait, si tu regardes en 1850, 90% de la population active travaillait dans les champs. Son métier, c'était biner des champs. Oui. Si tu regardes, si aujourd'hui, en 2025, tu travaillais, c'est biner les champs, eh ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent. On est d'accord. Et pourtant, c'est toujours, tu vois, biner un champ, c'est toujours travailler. Mais la norme du travail en 2025, pour 80% de la population active, c'est de travailler dans l'économie tertiaire qui n'existait pas avant 1950. Et donc, en fait, on vit un changement et à chaque époque, on repense ce que veut dire travailler, la norme fondamentale. Et en fait, là, c'est le travail qu'on va devoir commencer à faire. Est-ce que travailler demain, c'est faire des réunions et des Excel toute la journée pour la plupart des gens, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Moi, je pense que ça veut dire autre chose et que cette autre chose commence à sortir des frontières de l'entreprise. C'est probablement plutôt contribuer à la société. Il y a tout un tas d'activités qui font que la société tient debout, mais ça ne rapporte pas d'argent. Éducation, santé, solidarité, écologie, sécurité. Et je pense en fait que demain, travailler, ce sera probablement avoir une activité dans ces domaines-là. D'accord. Et peut-être que gagner de l'argent par cette activité ne voudra plus forcément dire recevoir un salaire, mais peut-être autre chose, comme un revenu contributif par exemple. J'ai un exemple de plusieurs personnes qui vivent du RSA. Et donc, a priori, de notre point de vue, quand on regarde en tant qu'actif travailleur, on se dit « Ah, ce sont des charges pour la société des personnes au RSA ». Mais ces personnes sont bénévoles à plein temps à la Croix-Rouge. Autrement dit, ils sauvent des vies tous les jours, ils sont infiniment plus utiles que toi ou moi. Et pourtant, ils vivent au RSA, et du coup, aujourd'hui, mal. Ça nous montre en fait que le système de société est en train de changer, que ce que crée de la valeur est en train de changer. Travailler en 2040, ce sera plus seulement travailler pour une boîte dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire, ce sera probablement aussi faire tout un tas de choses utiles dans la société, et il faudra être capable de le rémunérer, ça. Ok, hyper intéressant. Le sujet du freelancing, il va exploser en 2040. Encore. Là, on voit, tu vois, les derniers chiffres des statistiques de création d'entreprises en France en 2024, qui n'est pas l'année la plus forte économiquement. On voit qu'effectivement, le nombre de gens qui créent leur propre entreprise devient très important. En restant tout seul, hein, en étant. Et on le voit dans beaucoup d'écosystèmes, beaucoup de métiers. Hein. Tu utilises des compétences d'une dizaine de personnes. Moi-même, dans ma structure, j'utilise des compétences. Par exemple, maintenant, tout bêtement, j'ai une assistante administrative et commerciale qui est freelance, qui n'est pas salariée, qui veut surtout pas être salariée, et qui travaille pour plusieurs entreprises, et qui s'épanouit comme ça. Et nous, qui nous fait un travail formidable. Est-ce que ça, c'est l'avenir aussi? Est-ce que ça, c'est 2040? C'est un avenir. Je ne pense pas que ça corresponde à tout le monde. Non, je sais bien, mais est-ce que tu penses que quand on est RH aujourd'hui, il faut savoir se dire, peut-être dès maintenant, ok, j'embauche en CDI, j'embauche en CDD, j'embauche en alternance, mais peut-être qu'il faut que j'embauche simplement quelqu'un qui a un statut indépendant. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, à partir d'une certaine taille, très souvent, les freelances sont gérés par la fonction achat, pas par la fonction RH. Moi, et on ne s'intéresse pas à développer les compétences des freelances, à leur bien-être, leur santé mentale. Ça, ce sont des prestataires, comme on dit souvent. Ça va devoir changer parce qu'en fait, la force de travail demain, elle n'est pas qu'en interne. La force de travail, c'est tous les gens qui apportent des compétences à l'entreprise. Et les RH doivent arriver à changer leur vision dessus. Mais beaucoup de RH me disent « Ouais, j'ai déjà du mal à m'occuper de ce qui est en interne. Si en plus je dois prendre tous les autres, ça va être compliqué. » Oui, peut-être, mais si vous prenez tous les autres, d'un coup, votre organisation basée sur les compétences, elle a aussi une autre tournure. Parce que la manière dont vous imaginez la mobilité change complètement.
Donc je pense que ça va être un gros enjeu dans les années à venir, arriver à identifier toutes les compétences. Le temps tourne, Jérémy. C'est hyper riche. Moi, j'avais une petite question peut-être un peu décalée. Si tu pouvais voyager aujourd'hui en 2040, là, pendant une journée, pendant une semaine, qu'est-ce que tu ferais en premier? Euh, là, c'est vraiment très personnel. Ben ouais. La première chose que je ferais, c'est d'essayer d'aller voir les quartiers les plus pauvres dans notre pays. De voir si des choses ont changé, en fait. Est-ce qu'on a réussi à résorber les écarts? Et donc, j'irai voir le quartier les plus riches et les quartiers les plus pauvres. Et je regarderai deux choses. Comment les gens vivent et comment les gens pensent. Parce qu'il y a deux choses qui m'intéressent, moi, c'est est-ce que on redéveloppe de la tolérance dans notre pays? La tolérance, c'est la base de la solidarité. Et est-ce qu'on redéveloppe du savoir-vivre ensemble? Et je pense que si on perd ça, on ne fait plus société. Et donc, c'est les premières choses, clairement, que j'irai regarder. Et tout de suite après, j'irai chercher un coin de nature pour être sûr qu'il y en a encore. Ok. Ouais, j'espère, là, pour le coup. Wow. Oui, mais en vrai, je pense que oui. Mais comme toujours, on va réagir au pied du mur. Oui. Et en fait, le vrai sujet, c'est que probablement, ceux qui vont payer les pots cassés de tout ça ne sont pas ceux qui l'auront causé. J'avais un sujet aussi personnel. Dans ton précédent livre, je crois qu'il était coécrit avec l'IA. Si je ne me trompe pas. Tu l'avais même dit publiquement, hein, tu l'avais assumé. Est-ce que tu t'es dit à un moment, en lisant ce que l'IA avait produit quand tu avais écrit tes prompts pour écrire ces passages du livre, waouh, l'IA, elle a fait encore mieux que moi que sur ce passage. Elle a produit quelque chose que peut-être moi j'aurais pas réussi à produire. Comment tu as ressenti les choses? Alors, pour revenir un petit peu sur ce projet, parce qu'en fait, c'était un projet d'exploration. Oui. Et donc, en fait, ce livre, c'est Travailler à l'ère des IA génératives qu'on a sorti en 2023 avec Gaspard Tertré, mon associé, et avec Aurora Silver, qui n'existe pas, qui est l'IA. Mais on l'a crédité dans les auteurs pour bien montrer en fait qu'il y avait l'action de l'IA sur ce bouquin. Et t'as pas menti, tu l'as dit. Donc, en fait, non seulement on l'a dit, mais en plus de ça, dans le bouquin, il y a 15 pages qui expliquent comment on a fait. Parce que c'était une méthodologie qu'on développait. Le but, c'était d'écrire entièrement un bouquin avec l'IA. On l'a écrit en 5 jours. Et donc, en fait, avec l'IA, on a fait le plan, on a recherché les connaissances, on a demandé à l'IA d'écrire les paragraphes, on a tout édité, on a tout mis en forme, on a relu, machin. Puis, on a fait les images avec l'IA et on a envoyé à l'éditeur. EMS, qui est un éditeur qui adore prendre des risques et explorer parce que ça fait avancer le sujet. Et donc, merci à Gaël de EMS qui a pris ce risque avec nous. Le bouquin est sorti. Et les premières semaines, ça allait. Et puis, la version d'après de GPT est sortie, parce que nous, à l'époque, on l'a écrit avec GPT 3.5, qui était avant ChatGPT, GPT-4, etc. Et là, on s'est dit, c'est quand même beaucoup mieux. Et très rapidement, en 6 mois, on s'est dit, ce bouquin est affreux. Moi, déjà, ça me dérangeait, parce que ça écrivait pas comme moi, c'était maladroit, c'était séquentiel, c'était pas fluide, ça manquait d'âme. Okay. Et donc, en fait, assez rapidement, fin d'année, je suis revenu vers Gaël en disant « Écoute, Gaël, j'ai un problème avec ce bouquin, je veux le réécrire. » Et Gaël m'a dit « En fait, on vient de le sortir, donc non, il faut le laisser vivre. Et en plus, figure-toi, il marche très bien. » Donc, ça me faisait très mal au cœur. Okay. Il disait « En fait, ce bouquin marche super bien, mieux que celui que tu as fait avant. » Okay. Et donc, en fait, ce que Gaël a accepté, c'est qu'on fasse une version en anglais. Okay. Et c'est pour ça que l'année d'après, on a sorti Generative AI at Work. Okay. Et notre projet avec Gaspard, c'était de dire, fini les bêtises où on laisse l'IA écrire à notre place. En fait, on va utiliser l'IA pour nous soutenir, pas pour faire à notre place. Et donc, par exemple, on a fait le plan nous-mêmes, puis on a demandé à l'IA de challenger, d'identifier des angles morts. Puis ensuite, on est allé faire notre revue de littérature, notre veille. Puis on a demandé à l'IA de l'analyser, de nous donner des points d'enrichissement. Et donc, l'IA, quand elle sert à nous augmenter, elle est fantastique. Quand on l'utilise pour nous remplacer, sincèrement, c'est vide, c'est creux. Ok, hyper intéressant. Tu utilises quoi comme outil d'IA génératif aujourd'hui, toi, des outils, on est en 2025, qui sont vraiment, même si ça va à une vitesse de fou, hein, mais qui sont vraiment performants. Peut-être que si vous écoutez dans 6 mois, ce sera plus vrai. mais aujourd'hui, en tout cas... Oui, c'est ça, faisons les dinosaures du futur. Ouais, voilà. En fait, quand on écrit déjà... ChatGPT, tu utilises Perplexity, qui utilise plusieurs moteurs. Exactement, c'est nous, on a créé notre propre plateforme d'IA déjà. Ok. Donc, qui s'appelle Aurora.
Et Aurora, en fait, elle nous permet d'accéder à plus de 60 modèles d'IA. Ok. Et donc, en fait, c'est-à-dire que tu imagines, on commence à écrire un truc, on l'écrit avec GPT-4o, qui est très bien pour poser une base. Puis ensuite, on a besoin de structurer, donc on passe sur Claude 3.5 Sonnet. Puis ensuite, on a besoin de sourcer, donc on passe sur Perplexity. Et en fait, en gros, j'utilise une dizaine de modèles différents pour pouvoir écrire mon contenu. Ok. Et surtout, en fait, le plus dur, c'est qu'à chaque fois, j'ai mon note à côté parce que j'écris, je mets dans l'IA, je fais modifier par l'IA, je remets dans note, puis je me le réapproprie. J'ai créé ce processus d'aller-retour, c'est de la coécriture avec l'IA, et j'ai à cœur à chaque fois que ça reste mon contenu, parce qu'en fait, même si maintenant l'IA a appris mon style et est capable d'écrire pas mal comme moi, c'est jamais aussi nuancé et profond que ce que j'aimerais écrire, parce que je suis très chiant avec le choix des mots. Et l'IA aujourd'hui, même si elle est meilleure que moi en vocabulaire, elle ne sait pas quand je veux utiliser quel mot. Ok. Extrêmement riche. Merci Jérémy, parce que c'est top et c'est. Alors je sais pas si c'est applicable pour chacun, parce que faut l'utiliser, faut l'appréhender. Je peux te le dire. Ouais, je peux te le dire autrement. Hein, ouais. C'est que quand on s'est mis au départ dessus, comme tout le monde, on savait pas trop ce qu'on faisait quand on promptait, c'est-à-dire quand on écrivait à l'IA. Mais aujourd'hui, je sais que ce que je fais en une semaine de travail, de manière générale, ça correspond, il y a 2 ans et demi, à ce que je faisais en 1 mois et demi. Ok, là c'est très concret, quoi. C'est très très concret. Et la seule règle qui prime, c'est la pratique. Okay. Utiliser, apprendre, utiliser essayer. Et ne pas chercher à gagner du temps. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut gagner du temps avec l'IA. Non, si on veut gagner du temps, on n'en gagnera pas. Il faut faire en sorte que l'IA nous appuie, nous structure. Et une fois qu'on sait faire ça, là, on gagne du temps. Ok, très clair. On arrive sur les questions un peu finales que j'ai avec tout le monde. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter, quelque chose que tu n'as encore jamais dit à un micro, qui t'est arrivé avec un client, un candidat, un prospect, dans ta vie pro, un collab? Oui, j'en ai une. Ouais. J'en ai une. Donc moi, j'ai un parcours qui est probablement l'enfer pour un recruteur, puisque j'ai fait des études en physique avec une spécialisation en quantique, puis de la communication scientifique. Et à la fin de mes études en cursus initial, donc on était en 2005, je commence à passer les entretiens d'embauche. J'avais fait mes études en Angleterre et en Australie, et donc des diplômes peu lisibles en France. Et je commence à passer les entretiens, et dans une grande banque française, je passe mon entretien. Je pense qu'à l'époque, c'était un truc genre analyste ou je sais plus quoi. Et à l'entretien, les recruteurs me disent, en fait, alors, on va pas vous faire perdre votre temps, on n'avait pas vraiment l'intention de vous recruter, mais votre profil est vraiment marrant. Et donc, on voulait vous dire, est-ce que vous avez postulé pour faire C'est pas sorcier? Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'ai pleuré. J'ai pleuré à l'entretien. Moi, j'avais... c'est déstabilisant. Ouais, j'avais à l'époque 21 ans, je venais d'avoir mon master. Ouais. Et je savais pas ce que ça voulait dire travailler, je savais pas ce que ça voulait dire être face à un recruteur. Et je comprenais pas qu'on m'ait fait venir à Paris, j'habitais pas à Paris, qu'on m'ait fait venir à Paris pour me regarder dans les yeux, me dire ça et me laisser repartir. Et donc, ça a été très, très dur. Et en vrai, sur le moment, je l'ai un peu mal vécu. Mais du coup, j'ai pas trouvé de boulot. J'ai refait un master pour trouver du boulot, malgré le fait que j'avais des diplômes qui ne correspondaient pas à un métier qu'on savait donner en France. Donc, j'ai fait un master en performance industrielle, puis j'ai trouvé un boulot en performance industrielle. C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Et bien des années plus tard, quand j'ai monté mon Kitaï, il faut savoir que j'ai retrouvé l'une de ces personnes et que cette personne est devenue cliente de mon Kitaï. Ah, c'est beau. T'es pas vengé. Non, c'est pas ma manière de faire. Ma manière de faire, c'est plutôt prouver, en fait, qu'à l'époque, la personne a fait un mauvais jugement. Ouais, ok. Et que, voilà. Et qu'on peut le faire différemment. Pour moi, la vengeance, c'est plus rétablir une sorte de raison et de bon sens. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais d'interviewer sur ce podcast? Des gens qui, pour toi, t'inspirent en RH, que ce soit des gens comme toi ou moi qui travaillons pour la fonction RH, ou des gens qui travaillent dans la fonction RH au quotidien, dans des entreprises, des collectivités, etc. C'est pour ça que je quitte pas cette fonction, parce que... Voilà, est-ce qu'il y a 2-3 personnes, tu te dis, bah tiens, voilà, Florence, ça c'est des personnes, il faut que tu échanges avec elles, parce qu'elles sont connues ou pas connues, c'est pas le sujet pour moi. Je pense que Michel Barabel, tu l'as déjà interviewé. Non. Michel Barabel. Mais non, je l'ai pas interviewé. Michel, c'est un puits de connaissances, et c'est la personne, l'une des personnes les plus humbles que je connaisse. Michel Barabel et Olivier Meyer, les deux sont vraiment passionnants. Mais je pense surtout à mon associé Boris Sirbet, qui est la personne qui a la plus forte vision que j'ai connue dans ma vie. Et Boris, lui, s'intéresse
Qui est philosophe, hein, c'est ça? Il est philosophe de formation, mais il est ouais. entrepreneur aussi, Mmh. et il a une capacité en fait à se projeter qui est phénoménale. Alors c'est sûr que si ton sujet c'est de bien faire la paye à la fin du mois, c'est pas Boris qui va t'aider. Mmh. Mais en revanche, si ton sujet c'est de te dire putain, le monde marche d'une manière que je comprends pas forcément et je sens qu'il se passe des choses, Mmh. Boris il est capable de décrypter ça. Il est capable de faire en sorte que la manière dont on regarde le monde nous fasse nous poser des questions sur nous-mêmes. Et donc Boris est en train de sortir un livre qui va beaucoup plus loin que 2040. Et Boris est en train de développer une approche, et je pense que c'est l'une des approches les plus riches qu'on ait vues en France depuis Edgar Morin. Et donc, je pense vraiment que c'est quelqu'un à suivre et que c'est quelqu'un à avoir dans son podcast. Ok, ouais, je connais Michel et je connais Boris, donc... mais il faut juste que je leur demande, en fait, tout simplement. Et je pense pas qu'ils m'envoient bouler, donc c'est juste qu'il faut que je fasse le Après, bien sûr, ouais. je te dirais toute l'équipe Tomorrow, Ouais. que ce soit Alexandre Stourb, qui a énormément de choses à dire et qui est une personne humainement extrêmement riche, Charlène Geffroy, que tu connais déjà. Ouais. Qui a un excellent podcast aussi. Rebecca Renverso, mon associée, qui est une machine de guerre opérationnelle et de conviction, qui porte des convictions très fortes sur le leadership au féminin. Et je pense que ça, on a besoin aussi de l'entendre plus dans la fonction RH. Ok, merci. Dernière petite question. Comment tu fais ta veille pro? Est-ce que tu fais une veille pro? Alors, j'imagine que oui, mais comment tu la réalises? IA, pas IA? Tout. Voilà. Qu'est-ce qui te nourrit, toi? La veille, c'est le nerf de la guerre, parce qu'en fait, tous ces petits signaux qu'on capte, on s'en rend pas compte, mais notre cerveau, il les garde en tête et il finit par faire des liens. Et donc, en fait, déjà, ma première routine, c'est le matin, aux toilettes, je suis sur Twitter. Tu regardes encore Twitter? Ah, mais en fait, il ouais. faut savoir que c'est 95% de ma veille. Ok. C'est quand c'est dans un média connu, c'est que c'est vieux. Okay. Pourquoi? Parce que les journalistes prennent le temps de processer l'information, de la transformer. Les journalistes ne sont pas experts du sujet, alors que sur Twitter, ce sont des experts qui postent de première main. Okay. Et donc l'info est fraîche et elle est là. Il suffit juste de suivre les bonnes personnes. Ouais, voilà. Je suis toujours sur Twitter X. Hein, j'ai toujours pas mal d'abonnés, même si je prends peu la parole maintenant, mais sur X. Mais oui, il faut faire le tri. Voilà, faut pas hésiter à ne pas suivre ou à bloquer des gens qui sont un peu lourds. Ça. Mais après, il y a du fond. Ouais, je suis d'accord. Et après, voilà, ça c'est ma veille un peu pour l'actu instantanée. Ma deuxième source principale de veille, c'est Google Scholar. Et maintenant Perplexity. Autrement dit, en fait, c'est que je vois passer quelque chose dans la veille, un sujet, et tout de suite, je vais chercher à comprendre qui a travaillé dessus, c'est quoi le fond du sujet, et comment on peut arriver à le comprendre et à quoi il est lié. Ouais, mais et ça, c'est de la recherche. Et Perplexity, c'est d'une force de fou. Moi, tu vois, je lui pose des questions très bêtes. Hein. C'est hier, quels sont les 5 articles que tu as lus, que tu me conseilles de lire en HR, en innovation, en IA. Et franchement, comme il va sur le web, je dis pas que tout est parfait dans ce qui sort, mais franchement, c'est pas mal. Et il te dit, mais voilà les 5 articles, il faut que tu lises, Florent. Et en plus, moi, ce que je trouve chouette, c'est il sort peut-être des sentiers battus de sites web que j'irais spontanément. Ok, bien sûr, spontanément, je vais lire Parlons RH, spontanément, je vais lire des médias que je connais bien. Mais lui, il va me chercher des sujets, des médias qui sont des fois en Angleterre, au UK, aux US, honnêtement, que je n'irai pas voir au Canada. Et je me dis, waouh, c'est hyper intéressant. Et il y a une règle, en fait. Beaucoup de gens veulent est-ce que tu pourrais pas me trouver un truc de veille tout fait où j'y passe pas longtemps? Non. Ce n'est pas ça, la veille. Ouais, la veille, moi, c'est 10 heures par semaine. Ouais. Et chaque fois que j'arrête de le faire pendant 1 ou 2 semaines, j'ai du rattrapage à faire. C'est une hygiène, on se lave tous les jours, on devrait faire sa veille tous les jours au XXIe siècle. C'est tellement en phase sur le sujet. Le nombre, et je l'ai fait, hein, le nombre de boîtes dans des grands groupes où les cadres, dans leur fiche de poste, il y a faire sa veille. Quand tu demandes, tu fais ta veille? Mais il y en a 95% qui disent, ah, mais j'ai pas le temps. Mais juste que c'est le plus important, et c'est plus important que lire tes mails le matin en arrivant. Et faire sa veille, ça a changé. Il y a quelques années, faire sa veille, c'est je lis le bulletin réglementaire tous les mois, ou alors je lis tel magazine qui sort tous les mois ou tous les 2 mois. Mais en fait, le monde avance beaucoup plus vite que ça, et surtout, en fait, avant faire sa veille, c'était acquérir des gros blocs de connaissances, alors que faire sa veille maintenant, c'est capter les signaux faibles. Ce que veut dire faire sa veille a changé. Et je pense en fait que dans l'entreprise, on manque encore d'une méthodologie qu'on donne aux collaborateurs et notamment au comité de direction et à la fonction RH pour leur réapprendre à faire de la veille. Ok. Un grand merci, Jérémy. Merci beaucoup, Florent. Ouais, un grand merci pour tout ce que tu inspires à la fonction, pour l'engagement que tu y mets, parce que écrire des livres, c'est aussi un engagement. Voilà, au-delà de
de la visibilité que ça peut te donner, ça c'est un autre sujet, mais il y a quand même du fond. Tu le fais pas pour le cash en écrivant des livres. Donc c'est très chouette. Je ne peux évidemment, vous qui nous écoutez, et j'espère jusqu'au bout, vous encourager à lire ce livre de Jérémy, ou lire les précédents aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi encore beaucoup d'actualité. Et si on veut te contacter, Jérémy, d'ailleurs, tu réponds ou... Alors, j'essaye de répondre pratiquement toujours. Qu'est-ce qui est le plus facile si on veut te contacter, te faire intervenir? LinkedIn. LinkedIn. Donc, Okay. LinkedIn, je réponds pratiquement à tous mes messages LinkedIn aux erreurs près. Dans le sens où, parfois, quand il y a trop de messages qui arrivent d'un coup, LinkedIn, c'est pas le meilleur moyen de suivre une messagerie. Non, c'est pas le plus pratique. Mais c'est le moyen le plus simple de me contacter. Très rapidement, on passe par mail. Ok. Un grand merci, Jérémy. Merci, Florent. À bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et c'était trop bien. On n'avait jamais fait comme ça. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!